Alors bonjour Monsieur Mevly, Bonjour. je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de faire cette vidéo et, et je vous demanderai peut-être d'abord de vous présenter. Olivier Meuvely, historien, auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire constitutionnelle de la Suisse ainsi que sur la démocratie directe et les partis politiques. Donc là j'ai plusieurs plusieurs livres spécialement là-dessus. Donc il y a une histoire politique de la démocratie directe en Suisse et puis une qui est plus sur 1874 donc l'audace de la démocratie directe. Et puis, vous avez publié très récemment, donc ça fait un mois maintenant, une brève histoire constitutionnelle de la Suisse. Si vous avez l'objet dans les mains, vous pouvez peut-être le montrer. Donc c'est un tout récent sur justement l'histoire constitutionnelle de la Suisse. Et donc vous avez dit que vous êtes historien, mais vous avez aussi été travaillé dans l'administration publique. Oui, là-bas, je suis juriste et historien, j'ai un doctorat en histoire et en droit. Et en effet, je travaille aussi dans l'administration publique du canton de Vaud. Donc, vous avez aussi une expérience de, disons, de la politique en train de se faire Exactement. actuellement. Eh bien, c'est parfait. Donc maintenant, on va avoir trois sujets. Le premier sujet, c'est sur le concept de démocratie et donc un peu le développement historique de ce concept. J'ai cru comprendre que par rapport à la notion de démocratie qu'avaient les révolutionnaires de la Révolution française et puis ce qu'on concept habituel aujourd'hui, il y a eu un changement, disons. Donc là, ça serait intéressant de savoir ben, historiquement comment s'est fait ce changement, pourquoi il y a eu, quel est le processus de ce changement de concept. Le deuxième point, qui est le point au fond central de notre discussion aujourd'hui, c'est sur l'historique de l'instauration des droits populaires en Suisse, ce que les Français appellent le RIC en Suisse. Et puis après avoir vu ça, ben on passera un tout petit peu de temps à se demander est-ce que ça, d'une part, est-ce que ça donne des indications ou des inspirations pour les Français qui essayent d'instaurer le RIC en France. Est-ce que cette historique suisse d'instauration en Suisse donne de l'inspiration pour la France, ou bien est-ce que bah, simplement vous êtes un spécialiste aussi de ces droits populaires? Est-ce que vous avez des, des idées sur quelles seraient les meilleures façons d'instaurer ça à l'étranger et tout particulièrement en France. Donc les trois thèmes, démocratie, instauration en Suisse et puis instauration en France. Alors commençons par le premier thème sur le concept, l'évolution du concept de démocratie. Oui, alors c'est vrai que des fois, il y a la tentation un peu abrupte de croire qu'il y a une sorte de continuité en Suisse entre la Landsgemeinde, des cantons primitifs qui ont constitué la Suisse au Moyen Âge, et la démocratie directe aujourd'hui. Alors évidemment, il n'y en a pas. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que la démocratie telle qu'on la connaît en Suisse est réellement une construction par étapes. Et à toutes ces dimensions, je dirais, culturelles au sens large du terme, qui ont fait que le système suisse s'est construit autour d'équilibre et d'arbitrage. Alors si la démocratie directe telle qu'on la connaît en Suisse aujourd'hui est un pur produit du 19e siècle, il n'empêche que toute l'histoire antérieure de la Suisse est une recherche de compromis, de réponse à des crises qui pouvaient compromettre l'existence même du pays, que la Suisse était une pure confédération, les clivages étaient nombreux, religieux, socio-économiques, et avec des pressions extérieures très grandes, toujours été une constante de l'histoire de la Suisse, avec l'importance de l'étranger. Au Moyen Âge, c'est ou bien les Habsbourg à l'est ou les Savoie à l'ouest. Et si les Suisses n'arrivent pas à s'arranger entre eux, eh bien, ils tomberaient inévitablement sous la coupe de l'un ou de l'autre. Et un élément tout aussi important en Suisse
que la démocratie qui ira plus tard, c'est le fédéralisme, qui est déjà l'objet même de l'idée que chacun s'organise en liberté comme il le veut. Ceci, c'est les collectivités cantonales, on est en dehors de tout contexte démocratique, mais cette idée est fondamentale pour comprendre la construction de la Suisse. Et ce qui est intéressant au XIXe siècle, c'est qu'il y aura une sorte de synthèse qui va s'opérer. D'une part, l'idée de Landsgemeinde, qui dès le XVIIe siècle est reconnue comme un modèle. Par exemple, des paysans lucernois qui se révoltent en 1653, eh bien, prennent modèle sur la Landsgemeinde des cantons de Suisse centrale voisins. On sait très bien que ces Landsgemeinden sont téléguidés par les oligarchies paysannes locales, mais il n'empêche que le modèle, le symbole est extrêmement puissant et guide déjà des mouvements révolutionnaires. Et ça va réapparaître au XIXe siècle. On sait très bien qu'on ne peut pas, je dirais, reconstruire des Landgemeinden locales. Mais l'idée de souveraineté populaire qui s'impose progressivement entre 1830 et 1848, en principe, et alors concrétisation moderne en 1874, eh bien cette idée de souveraineté populaire, si on la veut, elle doit aller jusqu'au bout. Et là aussi, le symbole de la Landsgemeinde va être important. En même temps, il y aura l'influence des Lumières françaises, et surtout par Condorcet et son projet de démocratie directe assez sophistiqué qu'il proposait pour le projet de constitution girondine, qui sera remplacé par celle des Jacobins, avec aussi des outils de démocratie directe, mais qui n'entrera jamais en vigueur. Le système de Condorcet est basé sur la raison, sur la raison des Lumières, alors que la démocratie des Landsgemeinden, c'est le romantisme, quelque part alpestre des montagnes helvétiques qui apparaît. Et le système suisse va se construire sur cette synthèse à la fois de la raison démocratique, héritée des Lumières via Condorcet, mais qui est connue en Suisse, et de cet idéal romantique de la pureté médiévale portée par la Landsgemeinden comme assemblée populaire. Et ces deux références seront très prégnantes dans la construction du système de démocratie directe qui va alors se construire à partir des années 1830 jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui. Oui, donc une synthèse entre la raison et le romantisme. J'aurais quelques questions spécifiques sur ce que vous venez de dire. Euh, Romantique, là, Landsgemeinde, vous disiez qu'elles étaient téléguidées par les, la paysanne, enfin les Les oligarchies paysannes, oui. l'oligarchie paysanne. Donc, est-ce que c'est moins démocratique que ce qu'on s'imagine? Parce qu'on s'imagine vraiment Alors, chacun vote avec une voix. alors, oui, Je c'est clair. rappelle juste pour les Français qui nous écouteraient, si Landsgemeinde, c'est donc les citoyens qui sont réunis et qui votent à main levée sur toutes les affaires de leur collectivité. Et ça peut être au niveau communal et ça peut être au niveau cantonal. Il existe encore en Suisse 2 cantons où il y a encore ces Landsgemeinde au niveau cantonal. Mais ça a commencé à Uri en 1231, si je me souviens bien. Il n'y a pas longtemps, ouais. Et puis après, ça s'est diffusé à plusieurs cantons, mais pas à tous les cantons suisses, mais à Alors, plusieurs cantons. ouais. Alors, c'est établi que c'est vrai que les oligarchies paysannes dominent. Il n'empêche que c'est établi aussi que les Landsgemeinden ne sont pas dépourvus de tout pouvoir. Il y a eu des projets qui ont été retoqués, balayés par les Landsgemeinden. Donc, il y a une réelle capacité d'action qui n'est pas colossale, mais qui est quand même non négligeable. Ça, c'est un point qui est établi. Ces assemblées sont réelles. Maintenant, nous, l'idée, c'est. Oui. Oui, euh, ces oligarchies, vous dites quand même elles dominent, même si elles dominent oui, pas absolument. C'est-à-dire que de temps en temps, il y a quand même cette assemblée oui. qui impose des choses à l'oligarchie. Mais est-ce qu'elle domine au sens qu'elle a une sorte de prestige moral, ou bien est-ce que juridiquement, les gens qui Non, mais appartiennent à cette oligarchie ont plus de pouvoir que les autres? les deux, la puissance financière, économique est entre leurs mains. Et les familles se reproduisent entre elles, si je puis dire. C'est comme dans les cantons-villes, au même moment, où les systèmes républicains, à Zurich, à Berne, c'est où des corporations ou des patriciats à Berne. Et c'est un système qui dit démocratie ne dit pas forcément
république, pardon, ne dit pas forcément démocratie, il faut toujours distinguer les deux termes. Mais il n'empêche qu'il y a cette volonté républicaine qui existe. Il ne demeure pas moins qu'au fil de l'Ancien Régime, au XVIIe, au XVIIIe siècle surtout, ces cercles de pouvoir patriciens vont se fermer de plus en plus, vont s'aristocratiser en quelque sorte et se fermer, ce qui va déclencher des mouvements populaires dans les campagnes bernoises, fribourgeoises ou ailleurs. Là, On voit vous parlez aussi de que cantons qui ont la Landsgemeinde ou qui n'ont pas non, la... non, seulement. Mais aussi les cantons à Landsgemeinde, et c'est justement l'autre point que je voulais soulever, c'est qu'en effet, on associe mythiquement démocratie et Landsgemeinde. Les cantons à Landsgemeinde, c'est des cantons d'ancien régime. Ils ne connaissent pas la séparation des pouvoirs. Les cantons, certains cantons de Suisse centrale, à l'instar des cantons-villes du nord des Alpes, possèdent des bailliages, des territoires Mhm. sujets. Le Pays de Vaud, c'était les Bernois. Les Schwytz, non seulement participent avec les Uranais et les Nidwaldiens à l'occupation du canton du Tessin, ce qui sera le canton du Tessin, mais également Schwytz et les districts intérieurs dominent les districts extérieurs. Et au XIXe siècle, il y aura des conflits assez majeurs, ce qui amènera d'ailleurs la fin des Landsgemeinden dans le canton de Schwytz dans les années 1840. Mais donc ça montre bien que ces cantons, ils deviennent des modèles par l'idée de souveraineté populaire assumée par la population, mais le fonctionnement, c'est des fonctionnements archaïques et qui vont s'épuiser au XIXe siècle assez rapidement, à part les cas que vous avez soulevés et qui en effet perdurent aujourd'hui. On le voit aussi avec les systèmes de tirage au sort, qu'on associe souvent aujourd'hui un peu à un retour à une vraie démocratie directe. Ces mécanismes de tirage au sort ont été assez bien étudiés en Suisse, et en effet, sous l'ancien régime helvétique, à Berne par exemple, il y a un système de tirage au sort, mais malgré tout, c'est souvent les mêmes familles qui se retrouvent au même cénacle. Donc, c'est pas Euh, vraiment tiré au hasard. Alors, si ben c'est... voilà, c'est ça le problème, c'est tout le problème du tirage au sort, c'est que le tirage au sort, on peut l'organiser de différentes façons. Et dans les Landsgemeinden, il y a aussi des passages de tirage au sort, à Suisse, à Glaris. Donc, on voit bien que la démocratie en tant que telle, il y a l'idéal, le modèle, et puis il y a les pratiques qui peuvent s'en détourner allègrement. Mais il n'empêche que pour comprendre le système moderne, je suis convaincu que l'idée de Landsgemeinde, lui, va être très fort comme symbole. Et dans les années 1860-70, il s'agira de perfectionner l'outil helvétique que certains cantons mettent en œuvre à partir des années 1830-1840. Eh bien, on s'y réfère. J'ai étudié particulièrement le cas du canton de Vaud, où en 1845, on va introduire des outils de démocratie directe assez similaires à ceux qu'on connaît aujourd'hui au niveau fédéral. Les radicaux vaudois seront assez pionniers en la matière. Eh bien, l'un des chefs du mouvement radical qui a pris le pouvoir en 1845 dans le canton de Vaud, eh bien, se réfère explicitement au modèle de la Landsgemeinde comme symbole, comme idéal à atteindre. Et il le dit lui-même dans le Parlement cantonal, on sait très bien que les oligarchies paysannes dominent, mais il n'empêche que l'idée doit être concrétisée d'une façon ou d'une autre dans un système moderne, avec une population plus endurée. Et on imaginera un temps de créer des cercles au sein du canton où les gens iraient voter à main levée. Et l'addition de tout cela donnerait le résultat final. Ça va être abandonné pour des raisons de praticité. On voit bien que Pour des raisons l'idée de praticité, on se rend compte que ce n'est pas faisable forcément de Ah, réunir, même dans des districts du canton de Vaud, qui ne sont pas très grands à l'échelle nationale, a fortiori pour la France, mais il n'empêche que là, on se rend compte que ce serait difficile à mettre en œuvre, mais donc une à fois de réunir tous plus, les gens concernés sur exactement, une même place, exactement. quoi. Mais une fois de plus, on voit bien que l'idéal est là et il y a ce modèle à la fois. Et le canton de Vaud est assez intéressant parce qu'il est, je dirais, géographiquement à mi-chemin entre la Suisse centrale, celle des Waldstätten et la des Landsgemeinden, et Paris et Condorcet. Je crois qu'on est vraiment à l'autre deux. Et au niveau philosophique, la Suisse sera globalement influencée tant par le romantisme d'origine allemande que par le rationalisme des Lumières venant de France. Et en termes de concept de démocratie, est-ce qu'en Suisse,
il y avait à cette époque-là, donc vous avez dit influencé notamment par la France, est-ce qu'il y avait la même notion de démocratie qu'en France? Parce que en France, par exemple, il y a cette citation de Sieyès, donc une grande figure de la Révolution française, qui dit, je cite, le peuple, je le répète, dans un pays qui n'est pas une démocratie, et la France ne saurait l'être, le peuple ne peut parler, ne peut agir que par ses représentants. Donc, une sorte d'opposition entre la démocratie et le système Oui. représentatif. Alors, le système français se construit en effet sur une démocratie de type purement représentatif. Ce n'est pas antidémocratique, contrairement à ce que pensent certains, mais c'est un type en soi de délégation de la souveraineté. Et le débat va être le même en Suisse. Alors, il y aura officiellement la Suisse, la République helvétique de 1998 va admettre les outils de démocratie directe qui ne seront mis en vigueur qu'une seule fois. La France aura la parenthèse de Condorcet une fois de plus. Autrement, la démocratie de type direct ne s'imposera jamais face à la démocratie de type représentatif. Et alors en Suisse, dès les années 1820, apparaît le mouvement libéral qui triomphera dans les années 1830, qui s'inscrit un peu comme les héritiers des Lumières françaises de la fin du XIXe siècle. Et le débat sur la souveraineté populaire va en effet tourner autour de le détenteur de la souveraineté et qui l'exerce. Et en effet, le mouvement libéral comme tel, à part dans le canton de Saint-Gall en 1832, où il y aura un compromis, en 1831, pardon, où un compromis sera trouvé, mais l'idée libérale en tant que telle, et le libéralisme sera longtemps conduit par cette idée-là, Benjamin Constant d'ailleurs ne fera pas exception à la règle, que la démocratie, certes, le peuple est souverain, il est propriétaire de la souveraineté, mais il ne peut pas l'exercer lui-même. Pour les libéraux n'emploient pas les mêmes termes que Sieyès. Pour eux, c'est une question d'éducation. Et alors, les libéraux eux-mêmes, dans les cantons où ils auront le pouvoir, mettront en œuvre énormément de réformes scolaires en particulier. Donc, ils vont assumer cette idée que c'est par l'éducation que l'individu peut accéder à la maîtrise de la souveraineté. Mais ça signifie aussi, sur le moment, qu'on a des démocraties de type censitaire. Donc, il faut posséder un certain niveau de fortune, déjà à partir de 1803 pour le Pays de Vaud et ailleurs, pour pouvoir voter. Alors, de nouveau, le Saint-Gall en avance va introduire un système de veto parce qu'il y avait un conflit entre les démocrates des campagnes et les libéraux des villes. Et ce droit de veto sera un peu l'ancêtre du droit de référendum plus tard. Mais en effet, il y a cette idée de démocratie représentative qui sera d'ailleurs reprise par la Suisse moderne née en 1848. Et c'est seulement en 1874 qu'on va aboutir au système actuel qu'on appelle le semi-direct, où on va garder le Parlement, mais il y a encore quelques parlementaires de très haut niveau qui se battent pour la démocratie strictement représentative au niveau fédéral et contre une démocratie directe via le référendum, puis plus tard l'initiative. Alors on y reviendra sur ces termes-là. Mais en 1974, malgré tout, on trouve ce compromis entre démocratie directe et parlementarisme. Mais le débat est long et les libéraux eux-mêmes resteront longtemps attachés à cette idée de représentation, en effet. Voilà, donc on est en train de janter, on a déjà glissé sur le deuxième sujet en fait, qui était en fait très connecté. Mais au fond, pourquoi est-ce qu'en Suisse il y a eu cette idée que le peuple doit exercer lui-même aussi le pouvoir? Enfin, il peut avoir des représentants, mais il ne doit pas être exclu disons, on ne doit pas lui enlever la possibilité d'exercer lui-même le pouvoir. Vous avez parlé tout à l'heure des Landsgemeinde, donc là il y avait l'idée, en tout cas l'idéal, était que tous les citoyens, donc c'était à l'époque que des hommes, etc., mais que tous les citoyens pouvaient exercer eux-mêmes leur, leur pouvoir démocratique en décidant sur des sujets, pas juste en élisant des gens, des représentants. Donc est-ce que c'est ça le point qui a fait, enfin c'est ce souvenir ou cet idéal des Landsgemeinde, ou est-ce qu'il y avait encore autre chose qui a soutenu l'idée que les citoyens doivent pouvoir exercer eux-mêmes le C'est pouvoir? cette idée un peu républicaine. La Suisse a toujours été, enfin l'ensemble des cantons suisses constitutifs de la Confédération ont toujours, je dirais, vénéré leur dimension républicaine.
comme je l'ai dit, avec des variantes assez importantes. C'est que on voit bien déjà qu'on voit les portraits des élites bernoises du XVIIIe siècle, de par les perruques et les collerettes qu'ils portent, on voit bien que le modèle c'est Versailles, c'est pas les Alpes schwytzoises. Mais au-delà de cela, il y a toujours eu cet idéal républicain, ce qui posera de nombreux problèmes à la Suisse, toujours un peu l'exception au milieu des monarchies. Et ça se confirmera au XIXe siècle, où la Suisse sera le refuge de tous les révolutionnaires patentés européens et qui mettra le pays sous la pression constante des Autrichiens, des Français, des princes allemands, des Russes. Donc, à cette vocation républicaine, alimentée par cette Landsgemeinde qui aspire quand même et qui donne un modèle. Et puis la structure des cantons aussi, où il y a, même s'il y a des oligarchies, les oligarchies ne possèdent pas d'armée très puissante, parce que tous les soldats suisses se battent à l'étranger ou presque via le mercenariat. Donc il n'y a pas d'outils de domination des villes sur les campagnes. Et il y a systématiquement des types d'outils non pas de négociation, mais d'arrangement, souvent de type paternaliste d'ailleurs, mais qui seront mis en œuvre, et maintenant c'est assez bien étudié, au cours du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. Donc il y a cette recherche d'équilibre. Puis les propriétaires du pouvoir, les détenteurs du pouvoir ne sont pas assez puissants pour imposer leurs lois aux populations paysannes, qui dès lors obtiennent des outils pour obtenir un certain équilibre. Et ça va nourrir cette réflexion. Et quand les idées révolutionnaires arrivent en Suisse, il y a tout des débats aussi. L'idée de Landsgemeinde se répand, le canton de Saint-Gall, le canton de Zurich, dans les campagnes zurichoises. Donc à la fois ce conflit entre associer les anciennes libertés médiévales qui refont surface à ce moment-là, et la liberté de type abstrait qui est alors défendue par les révolutionnaires. Et la Suisse va s'associer un peu sur ces deux libertés, sur ce mariage entre le retour des vieilles libertés médiévales que les populations opprimées veulent revenir en première ligne grâce à la Révolution, et cette liberté abstraite garante de droits généraux au profit des individus, non plus forcément de certains milieux, mais des individus pris de l'abstrait. Donc c'est ce mélange de ces deux cultures, une fois de plus, ces deux cultures qui vont s'entrepénétrer, qui vont faire se créer cette base où la notion de liberté devient extrêmement forte, aussi via le fédéralisme avec des cantons qui se gèrent eux-mêmes. Et dès lors qu'on admet que le peuple, qu'on a eu la Landsgemeinde au moins titre symbolique, le peuple est admis détenteur du pouvoir, c'est aussi l'héritage de la Révolution quand même. Alors comment le faire réellement? Il y a le débat. Et comment peut-on s'arrêter en chemin? D'où ce débat sur l'exercice de la souveraineté, et puis alors le basculement ensuite via les radicaux, l'aile gauche des libéraux qui montent en puissance à partir de 1830 en Suisse, et qui dira, nous on va aller encore plus loin, c'est dans le terme radical qui va s'imposer là, encore plus loin dans cet accomplissement de la souveraineté populaire. On ne peut pas s'arrêter en chemin, le système représentatif constituant un médium qui n'est plus acceptable pour certains. Et alors on trouvera un système, cette tradition républicaine pure et dure, cette tradition aussi de liberté, et ce mélange de liberté à la fois ancienne et moderne, qui établissent que désormais le peuple est réellement au centre du jeu politique, et se pose la question de être au centre, c'est bien, mais sous quelle forme il doit alors agir, et il peut alors agir. Et c'est ce cheminement intellectuel qui arrive à ces compromis et les outils que l'on connaît. Donc, si je compare la France et la Suisse, parce que là, bon, il y a la Révolution française, il y a la République française, donc vraiment l'aspect républicain. Et là, ça n'a pas donné tellement de démocratie directe. Donc, si je comprends bien, en Suisse, ce qui se passait, c'est que cet idéal républicain, qui en France a donné un système qui est sans démocratie directe, en Suisse, à cause de cette idée des Landsgemeinde, mais aussi à cause du fait que le pouvoir était plus dispersé, euh,
à donner un système où le peuple peut exercer aussi directement son pouvoir. En tout cas à constituer les fondements sur lesquels a pu prospérer ce débat, ce dialogue pour trouver ces formes-là. Maintenant, la France a aussi eu ses formes de démocratie directe. On a vu la parenthèse Condorcet, qui débouchera sur rien de concret. Mais après, Napoléon, Bonaparte d'abord, puis Napoléon, puis son neveu, vont quand même recourir aussi à ce besoin de légitimité du peuple. On voit bien que en soi, la République française née en 89 n'est pas en soi non démocratique. Je n'aime pas qu'on oppose les deux systèmes. C'est un autre type de démocratie. Et dès lors, le problème, c'est qu'en effet, le peuple après sera réduit à l'élection parce que les rares expériences de démocratie directe seront uniquement à vocation plébiscitaire. Et là, c'est clair que c'est souvent le cercueil de la démocratie directe. Mais c'est quand même là, ces référendums auxquels vous faites allusion en France, c'est des référendums d'initiative, disons, présidentielle ou Alors maintenant, en effet, c'est pas d'initiative citoyenne, disons. c'est évident. Donc, c'est un peu les conséquences du plébiscite de Bonaparte. Hein. Ouais. Donc On là, de cherche Bonaparte ou de Napoléon III ou... aussi de Bonaparte, hein, déjà Ouais. avant, Napoléon. On veut s'adosser à une légitimité populaire. Donc, quand même, on se rend compte qu'on ne peut pas uniquement procéder par élection, mais on se heurte à un autre écueil, c'est que le message est biaisé et que la procédure est biaisée. Elle n'est pas Ouais. organisée pour donner le pouvoir au peuple, mais on cherche uniquement une légitimation de par le peuple. Et là, c'est clair que l'outil est tourné. Si je rappelle quand même ces événements-là, ça va montrer une fois de plus que quand l'idée de démocratie apparaît, elle apparaît sous ces différentes formes. Et après, alors les maillages se feront de façon différente suivant les cultures. Et en Europe, en tout cas à cette époque-là, seule la Suisse avancera dans l'idée et dans cette interrogation. Qu'est-ce que réellement la souveraineté populaire? Jusqu'où peut-elle aller? Et là, alors, les Suisses iront jusqu'au bout, entre guillemets. On ne peut pas dissocier propriété et exercice de la souveraineté populaire. Et, et en Suisse, là, vous avez parlé de dialogue. Est-ce que tout se fait très consensuellement par des dialogues ou bien est-ce qu'il y a vraiment des luttes, disons, armées ou vraiment de la bagarre physique, disons? Non, la démocratie directe fonctionne bien depuis le début. Petit à petit, elle se met en Non, mais je veux place. dire pour l'instauration de cette démocratie directe. Non, 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 la Suisse a connu ses conflits. Je crois que la Suisse, c'est un îlot de paix au milieu du monde, à l'abri de tout, c'est faux. Et toutes les institutions, je dirais, matricielles de l'Helvétie se construisent à travers des réponses à des conflits. Les Suisses ont été les premiers à trouver des solutions au XVIe siècle pour trouver un équilibre entre catholiques et protestants, la ligne de fracture traversant très net la confédération de l'époque, chaque prince ayant sa religion, en quelque sorte. Alors ça n'empêchera pas la Suisse d'avoir ses guerres de religion. Les deux premières à Capelle qui débouchent sur ce principe que je viens de rappeler, il y en a encore deux autres après, et la guerre de Sondermund en 1847, qui est moins religieuse que socioculturelle, entre cantons protestants, principalement protestants et industrialisés, et les cantons campagnards catholiques de Suisse centrale, Valais et Fribourg. Donc la Suisse est toujours, de par sa structure, sujette à des conflits. Et toutes les institutions suisses sont des réponses à ces conflits. Le fédéralisme lui-même, ça a le moyen, chacun fait ce qu'il veut dans son coin, comme ça on ne se fait pas la guerre. Comme je disais, si on se fait la guerre, eh bien c'est les voisins qui vont en profiter. Et la démocratie directe sera aussi un type de réponse à des conflits permanents qui risquent d'opposer les cantons et Suisses entre eux. Et à partir de là, alors, en effet, le processus sera en général tout à fait pacifique, à part au XIXe siècle, c'est quelques opérations de corps francs contre Lucerne, et puis la guerre de Sondermund qui va déboucher alors après sur la Constitution fédérale de 1848. Donc les processus se font bien. À Saint-Gall, quand il s'agit de ce fameux veto, euh, là, lors du débat au Parlement cantonal qui décide de la nouvelle constitution,
les paysans des campagnes arrivent quand même à la tribune du public avec des bâtons pour montrer quand même qu'ils ne se laisseront pas faire. Mais la violence s'arrête là. Et le, bon, nous, on va voir, je n'ai pas tous les exemples qui viennent maintenant en tête, mais on sait qu'à Bâle, par exemple, on se souvient qu'il y a eu une guerre entre la ville et la campagne en 1833, qui a séparé sur division du canton de Bâle, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Il y a eu une vraie guerre, et les radicaux d'alors sont de la campagne et auront eux aussi adopté parmi ces premiers outils de comme le veto. C'est pas, le veto, je dirais, n'est pas la cause première du conflit entre Bâle, ville et Bâle-Campagne. C'est un conflit entre souverains et sujets. Mais on voit bien que c'est dans ce processus de réflexion sur la démocratisation en cours que des conflits peuvent surgir. En l'occurrence, Bâle-Ville va se concentrer sur la ville et va perdre son arrière-pays qui va devenir un canton indépendant. Et maintenant, si on se centre sur enfin, les deux grands instruments au niveau fédéral, donc le veto, quand vous dites le veto, donc c'est le référendum Alors, c'était un système antérieur à cette antérieur. époque-là. Oui, c'est les premières idées qui sont à Saint-Gall en 1831, puis à Bâle en 1833, après les Lucernois. C'est les catholiques lucernois, les campagnes lucernoises, très catholiques, qui vont imposer ce système-là aux élites libérales de la ville de Lucerne. Alors, le système, en gros, c'était que ceux qui votaient, euh, ceux qui ouais, ceux qui ne votaient pas étaient considérés comme s'opposant à un projet de loi. C'est clair que c'est plus facile d'obtenir des majorités de la sorte. Et puis le système pour obliger de soumettre un objet au peuple était assez compliqué. Alors aussi, ça c'est une récolte de signatures, mais c'est assez compliqué. Et donc il y en a eu assez peu, mais avec des succès quand même. C'est vraiment un outil qui a été utilisé, qui a obtenu, qui a débouché parfois sur l'abrogation de certaines lois votées par le Parlement, mais c'est clair qu'il était moins facile d'accès et d'usage que les futurs référendums qui commenceront à entrer dans le système suisse, vont en 1845, et puis à partir des années 1850, largement dans les cantons alémaniques. Donc moins facile, notamment par exemple à cause du nombre de signatures requis ou... Oui, et puis ce système, les personnes qui disent non, sont ceux qui ne votent pas sont considérés comme les abstentionnistes, comme Ouais, opposants. C'est clair que c'est plus difficile après de ouais. faire De faire passer passer un quelque objet chose. motivant, en quelque sorte. Mais une fois de plus, les démocrates saint-gallois, puis lucernois, vont accepter, par compromis aussi, ce genre d'outils en 1932, puis en 1942, parce qu'il voit bien la tendance. Alors ça, c'est vrai que ce souci du dialogue, malgré tout, est assez constant. C'est aussi lié avec ce principe de la collégialité fondamentale, qui est aussi un héritage du républicanisme de l'Ancien Régime, du côté patriciat, même si c'est des cercles familiaux assez étroits qui gouvernent, malgré tout, il y a deux avoyers à Berne. C'est jamais une personne qui a le pouvoir. Cette idée-là a toujours été proscrite dans toute l'histoire de la Suisse. Le Vous dites, pouvoir est partagé. donc même dans des cantons qui n'avaient pas la Landsgemeinde, donc même dans ces cantons-là, le pouvoir était Jamais distribué, pas à tout le monde, mais il n'était pas dans une Alors voilà, même... exactement. Là aussi, de façon assez réduite, parce que c'est les mêmes familles qui tournent autour du pouvoir, mais il n'empêche que jamais c'est une personne qui est investie du pouvoir. Mais une grande question, disons, que je me pose, c'est comment ça se fait que, bon, même si c'est, évidemment, si c'est plusieurs personnes, c'est peut-être un peu plus facile, mais si, euh, mais même avec plusieurs personnes, finalement, c'est un groupe au pouvoir, ils s'entendent peut-être pas toujours, enfin, ils ont peut-être pas toujours les mêmes intérêts, mais de là à accorder, bon, d'abord ce droit de veto qui a, si j'ai bien compris, c'était un proto-référendum, quoi. Oui, Et le référendum pour les Français qui nous écoutent, donc c'est c'est les citoyens qui récoltent des signatures pour s'opposer à une nouvelle loi. Et à distinguer de ce qu'en Suisse on appelle l'initiative, qui est donc les citoyens réunissent des signatures pour soumettre en votation populaire leur proposition de modification de la Constitution sur un sujet spécifique. Donc là, il y a l'initiative et le référendum. En langage français, l'initiative, ça serait le rite constituant.
et le référendum, je crois qu'ils appellent ça le Brique référendum, abrogatoire, je crois. hein, Abrogatoire, je crois. abrogatoire, ouais, c'est ça, ouais. Juste qu'on ait le, le petit dictionnaire pour entre le français et le roman. Euh, oui, donc quand même, même si c'est un groupe qui est au pouvoir, comment ils en viennent à accorder d'abord le référendum et ensuite l'initiative, le droit d'initiative, alors qu'ils pourraient le refuser puisqu'ils sont au pouvoir. Et s'ils l'accordent, bah, c'est quand même donner des bâtons pour se faire battre, disons, parce que c'est donner Alors, des outils à l'adversaire, à des gens qui sont pas dans le cercle, disons, de oui, qui sont. c'est un des grands mystères. Donc, forcément, on se voit. Les gens au pouvoir en eux-mêmes se considèrent comme les représentants réels du peuple, on admet que le peuple est déjà quelque chose. Donc forcément, ça prépare un peu les esprits. Et puis après, il y a cette rencontre des différentes libertés, et on se rend compte qu'à la fin, ben, c'est le peuple qui décide. Alors, dans la question, ce que je disais, à quel point il a le droit de décider. Ce que vous dites, c'est encore plus marquant dans les années ultérieures. Et ça, c'est vrai que j'explique ceci à des Français, c'est très délicat et très compliqué. On le voit en 1874. En 1948, il y a l'État fédéral, mais qui ne traite pas beaucoup de démocratie directe, à part le fait que tout changement de la Constitution doit être validé par le peuple et les cantons. C'est peu à peu, sous l'influence d'une aile Donc c'est gauche. déjà quand même en 1848, il y a, disons, il y a pas grand-chose d'un point de vue suisse, mais c'est plus que ce qu'il y a en France actuellement, C'est disons. évident. La France obtient le suffrage universel. En Suisse, le suffrage universel masculin s'installe en gros entre 1830 et 1835 dans les cantons. En 1848, la France franchit ce pas. La Suisse installe sa constitution fédérale avec établi son conseil fédéral, son conseil national du peuple et les États représentants des cantons sur le système américain. Là est admis le fait que, là c'est l'idée très libérale alors, de Benjamin Constant, une constitution ne peut pas être approuvée ou modifiée sans l'accord du peuple. Là, les procédures aussi sont très compliquées, elles seront très peu utilisées. En revanche, ces droits populaires vont s'installer dans les cantons. Vaud a été pionnier en 1845, une révolution, donc là, il y a aussi pas de la violence, révolution pacifique, moins pacifique à Genève, avec James Fazy où des morts seront dénombrés malgré tout. Vaud est pionnier. À partir de 1848, peu à peu, de nombreux cantons alémaniques, sous l'influence d'une aile gauche, des radicaux, des démocrates, vont modifier leur constitution, souvent en lien avec des scandales économiques qui posent la question pour finir, quand des milieux économiques ne sont pas d'accord entre eux, ben, qui va arbitrer? Eh bien, le peuple. C'est vraiment cette idée est ancrée déjà là, de façon très très forte, et quasiment tous les cantons alémaniques vont se doter d'outils de démocratie directe. Et ben, cela va aboutir à un débat sur la Cour fédérale. Ne faudrait-il pas changer la Constitution de 1848, qui trouvait un équilibre, si on veut, entre fédéralisme et centralisme, et remodifier cet équilibre-là en donnant plus de pouvoir au peuple? Ce sera l'idée du référendum que vous évoquez, où un certain nombre de personnes peuvent signer une pétition qui demande qu'une loi votée par le Parlement soit soumise au vote général. Et cet outil est adopté en 1964 dans une forme de deal, ce que j'appelle le grand compromis à la mode helvétique. D'un côté, on enlève des compétences au canton, on donne à la Confédération, en droit privé notamment, en droit des affaires en particulier, obligations, après droit civil. Et de l'autre côté, on compense cette perte de pouvoir des cantons par l'octroi du référendum qui permet au peuple de contrôler ce que fait la Confédération. Et ce système-là débouche d'un compromis. Les milieux économiques qui voulaient une réforme, qui voulaient plus de centralisme, auraient préféré une démocratie représentative au niveau fédéral. Mais il y a tout ce courant démocrate, les gauches, les radicaux, qui veut la démocratie directe, le référendum, pour aboutir à un système direct. Et en effet, c'est le mouvement des radicaux qui va créer cet instrument qui sera largement utilisé par les catholiques conservateurs, qui a été mis un peu hors jeu après 1848, pour revenir sur le terrain politique. Et là, en effet,
c'est les radicaux au pouvoir, via leur aile gauche, qui cisèlent les instruments qui vont permettre à leurs adversaires traditionnels de les attaquer régulièrement sur les projets de loi qu'ils veulent défendre. Alors c'est en effet le parti au pouvoir, en gros, qui donne à l'adversaire les outils pour se faire battre. On arrive à cette situation que vous évoquiez, qui est assez paradoxale, mais ce qui est aussi lié à cette Suisse qui se construit à partir de 1848, où les intérêts ne sont jamais figés d'un côté. C'est jamais Suisse alémanique versus Suisse romande. Ce n'est jamais économie versus peuple. Tout ça s'entremêle. Donc il y a toujours c'est des équilibres en reconfiguration permanente. Et la démocratie directe va renforcer cette tendance, mais même si les outils sont plus anciens, on voit bien qu'il y a toute cette recherche d'équilibrage, et que s'il y a des équilibres, il y a conflit. Alors c'est ou bien on accepte la guerre quelque part, et tout le monde a peur d'un nouveau Sondermund, hein, cette guerre qui opposait les cantons entre guillemets progressistes contre les cantons conservateurs, eh bien alors on accepte ces fameux compromis, et pour finir, pour sauver le projet de 1774, eh bien les milieux les plus libéraux qui souhaitaient défendre la démocratie représentative vont abdiquer, vont accepter la défaite en quelque sorte, au nom de ce projet qu'il fallait défendre. Comme en 1848, ceux qui auraient voulu plus de centralisation vont renoncer à attaquer le projet, parce que sinon, alors, ça aurait rouvert des plaies de la guerre. Donc, il y a toujours cette recherche. La Suisse est un équilibre instable. Donc, ces outils sont des réponses à cette instabilité, mais c'est clair que si on veut être jusqu'au boutiste, eh bien, on rouvre les conflits à peine fermés, et ceci alimente constamment aussi la réflexion sur l'acceptation des votations. On n'a jamais de révolte, parce qu'on est dans le cas des perdants après une votation. Ouais. Bon, je veux pas ouvrir encore le dernier chapitre de notre discussion qui est sur la France, comment on pourrait instaurer en France. Donc, je veux pas ouvrir ça maintenant. Mais c'est vrai que j'ai ça un peu en arrière-fond quand je vous écoute. Et là, quand je pense à ces radicaux, donc qui sont un peu le parti hégémonique dans la majorité des cantons, et en tout cas au niveau fédéral, À l'époque, oui. et que je les vois accepter des instruments qui permettront à leurs opposants, au fond, de limiter la centralisation qu'ils souhaitent, aussi sur d'autres sujets. Je me dis c'est quand même quelque chose d'admirable, disons de miraculeux. Et quand je pense à la France et à reproduire derrière, je me dis bah c'est un petit miracle qui va pas se Oui, reproduire si facilement. Et vous parliez des conditions au fond qui favorisaient cette instabilité suisse, le fait qu'il y ait beaucoup de centres de pouvoir et de lignes de c'est ça. fracture, de conflits. Et c'est pas forcément la même chose ailleurs, disons. Le fédéralisme est central. Ce mouvement radical qui s'impose en effet au niveau suisse en 1948 est lui-même très hétérogène. Et on le voit bien pour les conflits, pas pour les chemins de fer, les cas les plus emblématiques. La Suisse est en retard en 1948 sur le réseau chemin de fer qui est déjà très, très développé, tant en Autriche qu'en Angleterre qu'en France, bien sûr. Donc il y a un retard à rattraper. La Suisse se lance et trouve un système de compromis avec à la fois les cantons qui délivrent des concessions et le secteur privé qui rassemble l'argent et qui construit, qui pilote les compagnies. Mais le débat est déjà là. Faut-il laisser le privé ou l'État fédéral conduire le chantier ferroviaire? Et là, on assiste à des alliances, et la Suisse, ce sera toujours ça, où les radicaux romans, qui sont assez influencés et par Hegel en Allemagne et par le système français, sont très étatiques. Ils vont s'allier avec les milieux économiques de Zurich, qu'on appelle les manchestériens à l'époque, les ultralibéraux, on dirait aujourd'hui, qui veulent évidemment le secteur privé. Mais les radicaux romans étatistes sont fédéralistes. Ils savent très bien que ceux de fédéralisme préservent leur souci culturel par rapport à un système centralisé. À Alors que cause que les germanophones sont majoritaires. exactement. Alors que les radicaux bernois, eux, ils veulent un système hyper centralisé où l'État fédéral piloterait tout. Donc déjà, le radicalisme, c'est ces trois trucs.
Donc, c'est des alliances à l'intérieur du radicalisme et qui progressivement se répercuteront au niveau suisse. C'est toujours des alliances qui se reconfigurent et même quelque part aujourd'hui, les votations, comme on les appelle, sur les objets, eh bien, sont pas le reflet d'un bloc contre un autre. C'est le reflet de gens, même des gens de gauche qui votent avec des gens de droite, sans savoir forcément, mais parce que pour différentes raisons, ils veulent un oui ou un non à un projet de loi. Donc, c'est le système suisse en soi lié à ce fédéralisme qui est absolument fondamental. Et c'est clair que reproduire, là ça empiète un peu sur la discussion, mais on va aboutir forcément à cette conclusion, c'est que pour moi il est difficile de dissocier démocratie directe du fédéralisme. C'est que le fédéralisme inclut, même si aujourd'hui il y en a qui trouvent que on est encore trop fédéraliste, on peut être beaucoup plus bon, c'est des débats politiques suisses, mais il n'empêche que la culture politique est marquée par cette autonomie à la fois locale et individuelle, et qui est dès lors propice à la démocratie directe, où chaque individu se transforme en spécialiste de génie nucléaire, le lendemain en OGM, le surlendemain en avion militaire, et le quatrième jour en expert bancaire. Mais après avoir entendu les débats des spécialistes sur ces sujets. Après avoir entendu les débats qui sont largement retransmis, et il est possible dès lors de se faire une opinion, même quand on n'y connaît pas grand-chose. Mais c'est clair que cette culture politique de base qui est propice à l'autonomie individuelle et locale, est évidemment un terreau important pour entrer mentalement dans un processus de démocratie directe, alors qu'un système centralisé, évidemment, appelle à d'autres réflexes humains dans la gestion du collectif. Ok. Est-ce que donc là, vous avez parlé un peu au fond de ce droit de veto qui est le proto-référendum. Donc on voit un peu comment le droit de référendum a été instauré. Et là, ceux qui nous écoutent peuvent lire notamment votre livre-là qui parle justement de la Constitution de 1874 où justement ce droit de référendum a été instauré. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant un peu plus explicitement du droit d'initiative, c'est-à-dire du rite constituant, qui vient, lui, alors plus tard, en 1891, je crois, Oui, c'est ça. et comment on en est arrivé à se dire, bon, bah, le droit de référendum, ça suffit pas, il faut instaurer ce droit d'initiative qui est quand même très différent, parce que le droit de référendum, c'est juste de pouvoir dire non à une nouvelle loi, mais on peut rien proposer, tandis que le droit d'initiative permet au peuple à des citoyens de proposer leur projet de modification de la Constitution sur un sujet précis, pas juste demander un changement global de la Constitution, mais de proposer une modification spécifique sur un point précis de la Constitution. Donc ça veut dire que le droit de référendum, ça permet au peuple de dire bon ben vous les élus ce que vous voulez, nous on le veut pas. Le droit d'initiative, ça permet de dire bah nous on propose quelque chose que vous n'avez pas encore proposé ou auquel éventuellement vous êtes contre, disons. Donc c'est quand même, et puis une fois que le droit d'initiative, je le vois comme beaucoup plus important que le droit de enfin plus fort, dans le sens que si on a le droit d'initiative, on peut introduire le droit de référendum si on veut. Parce qu'on a la main sur la Constitution. Donc si on a le droit d'initiative, on peut introduire le droit de référendum. Si on a le droit de référendum, on peut pas juste juridiquement, on peut pas introduire le droit d'initiative. Maintenant, peut-être que dans l'évolution historique, c'est une étape importante, mais c'est pas un outil, disons, l'outil constitutionnel est plus, je le vois comme plus haut. C'est l'outil qui permet au peuple de décider finalement les règles de la représentation aussi, de dire qu'est-ce que c'est que je confie et quels sont les pouvoirs que je veux garder pour moi-même. Et donc il me semble que là c'est vraiment quelque chose de nettement plus fort que le droit de référendum qui a été introduit en 1874. Et donc qu'est-ce qui s'est passé en 1874 et 1891 pour l'introduction du... Alors, je partage que très partiellement votre avis. D'ailleurs, j'étais assez étonné d'un passablement de milieux qui ont défendu le fameux RIC français. Et certains mettaient plutôt en avant, en effet, l'initiative plutôt que le référendum. Je pense que c'est en fait une erreur. Alors, sur le plan historique, chronologique pur, le référendum vient avant l'initiative, niveau fédéral. Où c'est un peu différent. Les autres cantons, ça variait selon, à chaque fois, c'était différent. Mais au niveau suisse, je pense que le référendum a permis le droit d'initiative.
Le droit de référendum, quelque part, est plus simple, car c'est l'implication immédiate du peuple dans le travail législatif du Parlement. Le Parlement fait une loi, le peuple, s'il le demande, s'il obtient les signatures, donc suffisantes signatures, dira oui ou non. Donc c'est assez simple comme approche, c'est clair et net, et ça a évidemment alimenté la nécessité du compromis à la mode helvétique, qui était déjà là avant, comme je l'ai expliqué, mais qui va être renforcé après, où chaque fois qu'il y aura une votation négative, pour ceux qui pour initier ce projet de loi, c'est l'obligation pour les perdants, pour les partis politiques, par exemple, le Parlement, de revenir à la table de discussion et de refaire un projet qui soit acceptable. Ça, en Suisse, c'est très fréquent, qu'on voit quasiment 2 fois. Une fois, c'est non par référendum. Et puis, petit à petit, il faut s'oblige les parlementaires à retravailler. Et après, il y a de nouveau un texte, et puis attaqué ou pas, mais qui a de bonnes chances de passer. Donc, ce processus-là, et pour la formation politique, je pense que ça a été essentiel de passer par ce stade-là pour entrer dans le jeu politique. Après, c'était un complètement presque un peu naturel. En 1991, beaucoup de radicaux étaient contre, mais c'était demandé par les partis d'opposition, les catholiques conservateurs, et puis le Parti socialiste qui commence à émerger et qui commence à avoir une place de plus en plus grande dans le jeu social et politique de la Confédération, déjà auparavant dans plusieurs cantons. Donc les partis minoritaires demandent ce droit comme complément du droit de référendum. Et les radicaux ne sont pas enthousiastes, une fois de plus, c'est une atteinte à leur pouvoir, ils sont encore hégémoniques à ce moment-là, mais ils doivent admettre que les expériences qui ont été faites dans les cantons n'ont pas débouché sur des scandales, loin de là, ni sur des révolutions, ni sur quoi que ce soit. C'est bien passé. Il y a aussi en Suisse ce rôle des cantons comme laboratoire institutionnel au niveau des droits populaires ou d'autres sujets est assez essentiel. Les radicaux finissent par accepter cette initiative comme un complément logique du référendum. Et cette demande des catholiques conservateurs, surtout, rejoint par les socialistes qui demandaient cela. On demandera aussi d'ailleurs l'élection du Conseil fédéral par le peuple. Ça va échouer. Mais l'initiative va passer et va devenir alors le deuxième outil, mais comme la suite logique du référendum. Parce que l'initiative, c'est tout de même plus compliqué à mettre en œuvre. Et d'ailleurs, on va admettre la modification partielle, faire une proposition pour modifier un article ou ajouter un article ou enlever un article de la Constitution fédérale. C'est un texte relativement simple malgré tout, avec peu de contraintes formelles qui pourraient tendre à l'empêcher. Mais c'est assez simple et ça va être tout de suite utilisé par les partis minoritaires pour lancer des projets sur la santé gratuite, sur les finances fédérales, sur le droit au travail, différents sujets qui seront souvent rejetés, mais qui indiscutablement amènent des sujets qui préoccupent sur la table. Et l'initiative a adopté ce caractère d'être à la fois le moteur, le référendum c'est le frein, l'initiative le moteur, et tout va se jouer sur ces deux axes, le frein du référendum, l'élément plus dynamique de l'initiative, mais on n'arrivera jamais à se mettre d'accord, c'est là que ce que je critique de certaines idées qui émergent dans le cadre du RIC, sur le droit d'initiative législative. L'idée de proposer une loi, parce que faire une loi quand même c'est pas simple. Même les parlements n'y arrivent pas toujours très bien, malgré l'aide de l'administration cantonale ou fédérale, suivant le niveau qui est mis en place. C'est compliqué. Et aujourd'hui encore, on n'a toujours pas de droit d'initiative législative parce qu'on n'a jamais réussi à trouver un système faisable. C'est réunir des gens avec un texte complet. Alors, il y a eu d'autres idées pour des formes de référendum nuancées, enfin, qui vont être à ce jour battues, et je crois que c'est juste, parce qu'une loi doit être acceptée ou refusée dans son entièreté, dans son homogénéité. Et bien, il y a ce double axe qui est extrêmement important. Je pense que l'initiative est un bon complément, mais que le référendum est un outil plus important quelque part, parce que plus simple d'accès et qui met vraiment le peuple suisse
dans l'acte législatif. Alors, l'initiative, c'est un nouvel article de Constitution qui peut parfois s'appliquer tout de suite, mais c'est rarement le cas. Il faudra des lois d'application, donc un nouveau processus législatif, ce qui peut se faire. C'est pour ça souvent que c'est assez rare que les initiatives soient acceptées. Il y en a de plus en plus, mais c'est assez rare. En revanche, les initiatives, par la thématique qu'elles mettent en scène, peuvent provoquer aussi beaucoup d'effets indirects. Une des plus célèbres, c'est sur l'armée suisse, une initiative qui demandait l'abolition de l'armée en 1889. Elle avait été rejetée, mais avec un score assez honorable, ce qui avait obligé la Confédération et l'armée suisse à se réformer drastiquement. Donc, il y a toujours ces mouvements, certaines initiatives sont assez rares pour être appliquées directement, d'autres pas. Donc, l'initiative doit toujours, à un moment donné, se confronter à la voie parlementaire, à un moment donné, et à la voie législative surtout. Donc, c'est pas si simple à actionner, même si c'est plus facile par le texte lui-même libellé de la demande. Et c'est pour ça que les deux outils sont précieux et très aimés en Suisse, parce que c'est ce qui fait la vraie cohésion du pays, je suis convaincu. C'est cette appartenance commune à un même système démocratique. Ok. Et pas important. Ok, donc si je comprends bien, en 1891, finalement, contrairement à mon, disons, à mon opinion personnelle, cette droit d'initiative n'était pas vu comme tellement au-dessus Non. du droit de référendum, et donc c'était une suite logique et puis un pas pas si grand que ça finalement. C'est Mhm. d'accord. Et concernant le rôle de laboratoire là des cantons, euh, justement, il y a pas tout ce marche au fond au niveau cantonal finit au niveau fédéral. Et vous avez évoqué notamment l'initiative législative, donc pour changer non pas la constitution, mais pour proposer une modification d'une loi. Et là, bon, vous, si je comprends bien, vous êtes pas favorable à l'initiative législative. Est-ce qu'elle existe dans les cantons et est-ce que ça fonctionne dans les cantons? Elle existe, mais elle est très peu utilisée. Alors, elle existe, mais elle n'est pas utilisée pour les mêmes raisons. Ou c'est très rare. J'ai pas c'est pas des souvenirs récents et même de souvenirs tout court d'initiatives législatives. C'est possible de le faire, mais personne n'y recourt. En revanche, je parlais de l'élection du gouvernement par le peuple, c'est assez amusant aussi, parce que, par exemple, en 1846, à Genève, on introduit que les radicaux prennent le pouvoir, ils ne font pas comme les Vaudois, ils, n'entrent pas dans la logique des droits populaires. James Fazy a une culture française, il a participé à la révolution de 1830 à Paris, donc la démocratie directe n'est pas vraiment dans sa culture, et pour lui, ce n'est pas la vraie démocratie directe. Pour lui, la vraie démocratie directe, c'est le fait de pouvoir élire son gouvernement. Là, peut être Genève, là, qui sera pionnier dans l'élection du gouvernement cantonal par le peuple, alors que les autres cantons font élire leur gouvernement par le Parlement, les grands conseils. Au niveau suisse, le débat va être déjà là en 1974, il reviendra plusieurs fois, et encore récemment, et ça a chaque fois été refusé, mais c'est aussi un débat, est-ce qu'il faut attendre plus loin la démocratie directe, et d'où doit-elle s'arrêter? Ça, c'est un des grands débats, l'élection fédérale par le peuple revient parfois à l'ordre du jour sous cet angle-là. Un autre élément qui a été testé dans les cantons souvent avant, maintenant évidemment dans les cantons suisses, depuis longtemps, tous les cantons font élire leur gouvernement par le peuple souverain, mais depuis en gros les derniers, le début du XXe siècle. Et l'autre élément, c'est la proportionnelle. C'est aussi un sujet très d'actualité en France. Euh, les cantons l'ont adopté entre 1880 et 1950, pour faire en gros. Là aussi, pour moi, je considère ce système-là comme, je dirais, l'aboutissement, on nous la gerbe, l'aboutissement de la démocratie directe, dans cette volonté de rendre le plus proche possible peuple et gouvernement, eh bien, la proportionnelle, en donnant le même poids, le poids réel aux partis politiques au sein de l'enceinte parlementaire,
eh bien, accentue cette idée de véritable représentation du peuple. Et en Suisse, ce sera seulement en 1919 qu'auront lieu les premières élections fédérales à la proportionnelle, qui aura alors des grandes répercussions sur l'équilibre des forces politiques. Les radicaux vont perdre, les socialistes et puis les milieux agrariens vont gagner largement en puissance. Donc là aussi, on voit que c'est un référendum, l'initiative, la proportionnelle en 1919, et une sorte de succession des grandes étapes d'ajustement du système afin de vraiment cette notion de proximité qui est si à la mode aujourd'hui, eh bien de lui donner sa pleine vigueur, dans le respect toujours et du Parlement et des droits populaires. Ok, eh ben là on a fait un bon tour, disons, de l'historique de l'instauration des droits populaires en Suisse. Et puis dans cette dernière partie, maintenant, regardons un peu pour la France. Enfin, bon, en principe pour les autres pays que la Suisse, mais on va peut-être, pour avoir en tête un exemple bien précis, penser peut-être à la France. Euh, bon, la première question, c'est est-ce que ces droits populaires, est-ce que ça convient de les instaurer en France ou pas, ou est-ce que ces droits populaires, c'est pour certains pays comme la Suisse, mais la France, c'est un pays qui est d'une nature complètement différente et pour lequel ces droits populaires ne sont pas pertinents. Disons ça, ça serait la première question. Et, et ensuite, si on est d'avis que ces droits populaires seraient aussi pertinents en France, il y a la question de savoir comment l'instaurer en France. Et est-ce qu'on a quelques pistes sur quelle serait la bonne façon enfin, quelques pistes pour instaurer en France. Mais d'abord, est-ce qu'il faudrait l'instaurer en France? Mais la démocratie directe n'est pas une propriété de la Suisse. D'ailleurs, plusieurs États américains la pratiquent aussi. D'autres pays la connaissent, mais avec des règles. C'est souvent les règles périphériques qui sont importantes. On voit en Italie, par exemple, où le droit de référendum existe, mais souvent il est actionné contre le gouvernement. Et on tombe dans la logique plébiscitaire, ce qui est également le cas du système en France, où c'est oui ou non au président, carrément. Ben, c'est une Donc, question posée par le président aussi. C'est un aussi. référendum d'initiative présidentielle. Oui, alors en France, oui. L'Italie, c'est un peu différent, ça vient au même. C'est le gouvernement qui dirige la manœuvre. On a vu récemment où Matteo Renzi avait mis clairement en jeu son mandat pour une réforme du Sénat qu'il estimait, sans doute à juste titre, nécessaire. Il a perdu, il était parti. Cameron a eu le même problème avec le Brexit, il a voulu jouer ça, il a perdu. Donc la Suisse n'a jamais eu ce système de plébiscite. On n'est pas là pour dire à un gouvernant qu'il doit partir. On est là pour dire il faut faire ceci ou pas cela. C'est donc une autre logique. Et là, il faut bien avoir ça à l'esprit dans la traduction concrète de ces outils de démocratie directe. Et ça fait le lien avec la culture générale politique d'un pays qui est indiscutable. Quand j'avais sorti ce livre sur une histoire politique des démocraties directes, ça tombait en plein dans l'épisode des Gilets jaunes. J'avais eu quelques contacts avec la presse française à ce moment-là. Et on arrivait toujours au même point. Une transposition en un n'aurait guère de sens, parce qu'il y a une culture politique derrière. Et un des points principaux, c'est le fédéralisme. Une fois de plus, le point principal, c'est le fédéralisme. Dans un système entièrement centralisé, c'est une chose de culture. Parce qu'en soi, il n'y a pas de raison. Et tout l'argument, c'est bon pour les petits pays, pas pour les grands. Aujourd'hui, l'argument ne me paraît pas très sensé. En revanche, cette conscience culturelle, quand on voit la France aujourd'hui, on pourrait craindre raisonnablement qu'après une votation, le perdant est dans la rue, ce qui ne se produit pas en Suisse. Et c'est un point qui est essentiel. Mais non, je pense que la France pourrait très bien, une fois ou l'autre, elle a essayé de le faire, je dirais, adopter progressivement certains outils. Je crois que c'était Bruno Le Maire, je cite souvent cet exemple, qui, dans sa campagne présidentielle à l'époque, avait émis l'idée que, sur la base de récolte de signatures, le Parlement, enfin, le récolte de signatures pouvait imposer au Parlement de s'emparer de tel ou tel sujet. Et après, de voir la mécanique qu'il faut mettre en branle.
que Kosovo possède un outil similaire. Je verrais très bien la France procéder aussi comme ça associerait encore davantage le Parlement au travail démocratique, je dirais, donc il ne serait pas exclu, encore plus qu'en Suisse, parce qu'en Suisse, le peuple peut agir de façon autonome. Là, ce serait vraiment une demande faite au Parlement. Et là, je pense que ce serait un moyen, je pense, qui pourrait parfaitement être mis en œuvre en France, qui éviterait largement les combats de rue par la démocratie trop directe et qui confirmerait le Parlement dans son rôle central, ce qui pour moi n'est pas non plus une insulte à la démocratie, mais je pense que ce serait une combinaison qui ne serait pas inintéressante. On a vu quand même avec le grand rassemblement citoyen, la convention citoyenne de Macron, les problèmes. Et il lance une convention citoyenne avec des outils intéressants de tirage au sort pour constituer ce groupe de réflexion, de consultation. Et après, il dit on verra ce qu'on fait. Ou bien on applique directement, ce qui pose aussi des questions démocratiques, ou bien on passera par le Parlement, ou bien on fera un référendum. Pour l'instant, on a le cas des trois. Donc ça pose, là, on est encore dans une logique de plébiscitaire presque, et qui pose des problèmes. En revanche, un système de démocratie, comme je suggérais, permettrait d'éviter aussi les écueils de ces assemblées citoyennes dont la légitimité est quand même sujette à caution, tout en impliquant vraiment le Parlement, en l'obligeant à faire ceci ou cela, ce qui serait déjà pas, je pense, pas mal. Mais est-ce que ce serait pas, c'est quand même très minimaliste, disons, parce que c'est le Parlement doit traiter un sujet, ensuite il le traite un peu comme il veut. Euh, c'est quand même très loin du système suisse, disons. Oui, Et bien c'est très sûr. loin de ce que veulent aussi pas mal de démocrates en France qui Oui. aimeraient s'approcher davantage. Et d'autre part, je ne sais pas si les Français vraiment iraient dans la rue après une votation sur un sujet. Parce que ce que je vois maintenant, c'est au fond, il y a par exemple la réforme des retraites. Les Français sont dans la rue parce que bon, ils ont rien à dire. En Suisse, on aurait une votation sur la réforme des Clairement, retraites. oui, clairement. Donc, ils ont rien à dire et même leur parlement n'a rien à dire en fait. Ouais. Donc, et à ce moment-là, il reste pas grand-chose d'autre que la rue. Maintenant, s'ils avaient pu voter, que la majorité du peuple a décidé d'un côté ou de l'autre, eh bien, l'autre parti a pas tellement de légitimité pour dire je refuse ce que le peuple a voté. Donc, peut-être au contraire, ça réduirait Bon, le. peut-être vous avez raison. Hein, mais ce que j'ai pu constater quand même jusqu'à maintenant, c'est que ceux qui, avant les Gilets jaunes et les partisans du RIC, ceux qui défendaient mordicus un type de démocratie à la Suisse, c'était en gros l'ex-Front National. En gros, pour restaurer la peine de mort ou bien pour chasser les étrangers. Alors c'est clair que ce n'était pas non plus des arguments très percutants pour démontrer la beauté de la démocratie directe, et ça a pu dégoûter un certain nombre de personnes. Alors, maintenant, les choses ont changé, heureusement, et au moins le mérite des Gilets jaunes, c'est d'avoir remis le débat sur une démocratie de type plus direct sur la table dans un autre contexte que celui que j'évoquais à l'instant. Alors maintenant, peut-être, moi je pense quand même que le problème du fédéralisme est une réalité. Cet apprentissage de la gestion autonome locale est quand même un point qui n'est pas négligeable. On entendait encore hier, à la suite du drame d'Annecy, à la radio romande, le sénateur Les Républicains, ancien maire de Divonne, expliquait que ces questions d'intégration, ça montre une fois de plus que les modèles nordiques ou helvétiques, où la tâche d'intégration est confiée en premier aux collectivités locales, communes, cantons, eh bien, permet a priori de minimiser ce genre de drame. On n'a jamais de preuve pour rien, hein, mais il expliquait quand même que l'importance, et je crois, c'est démontré en Suisse, les problèmes d'intégration sont moins graves en Suisse qu'en France, parce que c'est les cantons qui gèrent leur population étrangère, parce qu'elles les connaissent. Donc c'est toute une logique politique quand même importante, et que la démocratie directe s'inscrit dans la même tendance. Alors, je veux croire que vous avez raison, et que peut-être que je suis un peu trop pessimiste sur l'attitude des Français en cas de défaite. De défaite sur Maastricht et autres,
Il n'y a pas eu de révolution non plus, mais il y a quand même eu un fort dépit parce qu'après on faisait autre chose qui avait été dit quand même en amont. Il n'empêche que je pense quand même que cette culture politique n'est pas négligeable. Alors, peut-être qu'on peut trouver une transposition 1-1, peut-être que c'est moi qui suis trop pessimiste, ça je peux l'admettre volontiers. Je pense quand même que ça demande un minimum d'effort. Même en Suisse, ça a mis quand même pas mal de temps à devenir un outil, je dirais, naturel de politique, même si l'arme suisse est plutôt portée à la concordance, à la concorde tout court, et il n'empêche que c'était un long apprentissage quand même. Alors, basculer du jour au lendemain d'une culture très verticale, dans un système par définition, très horizontal, pardon, dans un système par définition verticale, je pense que c'est pas si évident que ça, et je pense que ça pourrait effrayer quand même pas mal de gens. Peut-être que je suis trop pessimiste. Donc ça prendrait du temps, je crois que c'est relativement clair parce que la majorité actuelle, donc Macron, est très contre. Et dans l'opposition, si on prend le Rassemblement national que vous citiez tout à l'heure, ben, finalement, ils sont très clairement contre le rite constituant, par exemple. Donc même dans l'opposition. Donc effectivement, les partisans du rite constituant ont du travail à faire en France. Maintenant, est-ce que vous pensez que ça serait possible d'introduire le référendum d'une part et le rite constituant euh, le, Vous parliez du local, par exemple, en commençant peut-être par des expériences locales qui peuvent pas embrayer très fort dans un pays aussi centralisé que la France, mais qui C'est ont un problème. une vertu pédagogique. Sur le principe, oui, mais une fois de plus, il faudrait que les régions aient des vraies compétences. Ouais. Sinon, c'est Sinon, ça ne sert à rien. trop faible. On Ouais. tombe sur Notre-Dame-des-Landes, où il y a eu, mais qui a servi à rien, bien sûr, parce que de toute façon, ce qui était décidé était le contraire de ce que la population avait dit. Ouais. Et là, alors, si on veut créer l'amertume, c'est le meilleur moyen. Je sais qu'en Allemagne, il y a aussi des sites un peu ambigus, avec aux Pays-Bas, on a aussi le référendum purement consultatif. Ça, Donc, c'est au moins c'est dit, c'est annoncé. On ne peut pas croire que. qu'on Mais décide. c'est clair que un référendum consultatif, ben, c'est, par définition, ben, il a peu de pouvoir concret. C'est ce qui fait la grande force malgré tout de la démocratie directe. Même par rapport aux formes de démocratie participative, dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui peut être tout à fait intéressante, mais ces démocraties participatives, en organisation citoyenne, eh bien, on ne sait pas très bien sur quoi elles vont déboucher. Elles n'ont Parce qu'il aucun y a pas moyen le peuple ne décide pas, ouais. de rien. Il n'y a aucun pouvoir d'action. Alors Ouais. que avec le référendum d'initiative, il y a quand même des oui ou des non qui sortent des urnes. Et à la fin, ça veut dire c'est quand même un mandat qui est donné. Si c'est un non à une loi, ça veut dire, mesdames et messieurs, membres des partis politiques, eh bien, vous regagnez la table de travail qui est là-bas et vous travaillez plus sérieusement. Je caricature à peine, c'est en gros le message qui est transmis. L'initiative, c'est voilà ce qu'on veut, et ça peut poser des problèmes. Il y en a eu encore récemment sur les projets. Et maintenant, vous travaillez pour mettre en œuvre ce que le peuple vous dit de faire. Or, démocratie participative, le message qui en sort est en général beaucoup plus diffus et peut être récupéré plus ou moins par le pouvoir sur les cas. Mhm. Il n'empêche qu'un apprentissage de démocratie directe peut passer par ces démocraties participatives. Ça, c'est évident. Comme par hasard, il est surtout demandé dans les régions qui ne connaissent pas la démocratie directe. Mais en Suisse, on connaît aussi ce genre de processus d'accompagnement de processus décisionnels, et c'est tout à fait intéressant aussi. Donc il n'y a pas d'exclusion, d'exclusivité, mais c'est clair que le niveau local serait idéal. Ça, vous avez raison. Mais encore faudrait-il Avoir du que pouvoir, ouais. ces régions aient ce mandat, quelque part, ce mandat moral de pouvoir fonctionner comme des laboratoires institutionnels où on peut tester quelque chose, parce qu'en effet, les gens du Sud-Est n'aiment pas comme les Bretons, et puis pourquoi pas imaginer, mais ça en sortirait totalement, évidemment, de la logique verticale française. Ouais. Ça demande, c'est là qu'on enclenche un système Pour de ne pas psychologie sortir de cette démocratique. logique, parce qu'évidemment, si on veut introduire en France le fédéralisme, alors là, ça devient gentiment compliqué. Pour ne pas Évidemment, sortir de rester quand même dans cette logique centralisée française, est-ce qu'on pourrait imaginer simplement d'introduire le droit de référendum et d'initiative au niveau national? Et ce que je me demande, c'est si les événements actuels, parce qu'il y a cette réforme des retraites dont j'ai parlé tout à l'heure, là, finalement, ce qu'on voit, c'est que le peuple a rien à dire sur un sujet qui est important pour lui.
Donc il peut y avoir une tendance à dire bon, on aimerait un référendum, un droit de veto. Et puis d'autre part, on voit dans tout cet processus politique, finalement, le gouvernement fait un peu le maximum pour que le Parlement ne puisse pas voter sur le sujet. Donc, il y a tous ces articles 40, il y a le 49.3, il y a le 40, il y a toute une série qui ont été activés déjà. On est le 9 juin aujourd'hui, il a été activé le 8 juin hier, pour que ce soit pas, encore une fois, disons, pour qu'il n'y ait pas de vote au niveau du Parlement. Et puis tout ça est conforme à la Constitution. Disons, on peut discuter si c'est conforme à l'esprit de la Constitution, mais à la lettre. Et il ne semble pas que le Conseil constitutionnel français veuille s'opposer à l'interprétation qui en est faite. Donc là, on voit aussi que la Constitution, qui paraît souvent comme quelque chose de très abstrait et de très éloigné des préoccupations, finalement, c'est le peuple français pourrait changer s'il avait le droit d'initiative. Il pourrait dire j'élimine l'article 49.3 où je restreins, je précise ses conditions d'utilisation. Et donc, on pourrait imaginer que maintenant, le peuple français se rende davantage compte de l'importance de la Constitution, ce qui pourrait, le tandem des deux, disons, à la fois le référendum de dire, ouais, mais moi, je veux pouvoir mettre un veto, et puis deuxièmement, cette Constitution, c'est pas un truc complètement abstrait, sans importance. Donc, j'aimerais avoir un droit d'initiative pour modifier tel article. Bien sûr, ce serait idéal, assurément. Maintenant, oui, peut-être que vous avez raison, que je suis trop pessimiste par Ouais, rapport bon. à la disponibilité mentale des Français pour ce genre d'exercice. C'est toujours délicat parce que de faire une fois l'expérience qui ne marche pas, ça pourrait être aussi assez dramatique. C'est pour ça que moi, pour asseoir l'évolution des choses, aller par étapes, quitte à frustrer les partisans d'un virage plus virulent vers ce genre d'outils, comme le disait avec le système de mer, à mon avis, ça pourrait être une étape qui permet aux Français d'apprivoiser le système et de montrer qu'il peut avoir une influence quand même, que ça vaut la peine de tenter le coup, de s'engager dans ce genre de système, qu'on peut voir quelque chose. Moi, peut-être que je suis trop suisse et que j'apprécie trop les petits pas et les évolutions prudentes. Mais moi, a priori, je trouve que c'est un système plus sûr, parce que tous les Français ne sont pas non plus des adeptes de ces outils-là. Beaucoup préfèrent le système normal, où ils votent de temps en temps, au final. Donc, Ils élisent de temps en temps, ouais. Élise, ouais. Ouais. Et donc, il ne faut pas non plus croire qu'il y aurait forcément un élan populaire gigantesque. Beaucoup de Français aujourd'hui, c'est aussi. C'est pas pour nous, quand même. Ce réflexe toujours de manque de confiance en soi à ce niveau-là, ça serait surtout pour les Français, mais c'est possible aussi. C'est pour ça que ce genre d'outils, le drame serait de mettre des systèmes trop abstraits tout de suite en une fois et aboutir à une catastrophe qui alors discréditerait le système pour très longtemps. Durablement, ouais. C'est ça qui m'inquiète le plus. Une fois, peut-être que vous avez raison et que je suis trop pessimiste. Et moi, c'est ce qui m'inquiète a priori. On ne joue pas avec les institutions, on ne joue pas avec 8 siècles de verticalité. Avec l'âge venant, je me réapproprie la longue, voire très longue durée et les effets à long terme de dispositions, de mécanismes. Et comme les traditions, on voit bien qu'aujourd'hui, dans le système bouleversé du monde d'aujourd'hui, eh bien, ce retour vers une forme de nostalgie, c'est pas étonnant. Alors, est-ce que pour les uns, le retour à la démocratie, ce sera la porte ouverte vers un nouveau, ou bien alors une expérience très dangereuse par rapport à ce qu'on a? C'est toujours très, très délicat, et bien on peut spéculer à perte de vue. Mais moi, je pense qu'a priori, un système qui par étapes, habituerait les gens à ce genre d'outils, en leur montrant les côtés positifs, et qu'ils peuvent avoir, entretenir un dialogue très différent déjà avec leur Parlement, un Parlement qui se sentirait dès lors mieux habilité à travailler avec les populations, non pas délégué pour ça, mais qui peut être amené durant la législature à entretenir un dialogue différent. En Suisse, on voit bien les parlementaires, un système de démocratie semi-directe, hein, comme on l'appelle, les parlementaires n'ont pas le même rôle que les parlementaires français ou allemands, parce que leur travail est certes de faire des lois, de contrôler l'activité
du Conseil fédéral, du gouvernement, mais il est aussi de s'engager dans les campagnes dites de votation pour défendre ou critiquer un projet. Donc, il y a deux piliers, ce travail du parlementaire, à la fois d'être l'élu qui travaille à Berne à la confection des lois, mais également ce trait d'union entre le peuple et le monde politique où il doit s'engager lui-même. Si je suis pour, pourquoi? Si je suis contre, pourquoi? Et puis, ça rentrera dans la remise des comptes, si on veut, à la fin de son mandat, à la fin de la législature. Donc, c'est aussi intéressant de voir le rôle du Parlement avec un système des partis en Suisse qui est moins altéré qu'en France, parce que la démocratie directe, en réalité, protège en Suisse les partis politiques. De par l'importance du peuple dans le processus de décision, eh ben, le Parlement n'est pas seul. Et donc les partis qui font vivre les parlements par nature, les parlements en France ou en Allemagne, sont directement en première ligne. Si les gens ne sont pas contents, eh ben, c'est contre le Parlement qu'ils vont s'adresser, qu'ils vont se dresser. En Suisse, si le peuple n'est pas content, il peut demander à dresser contre lui-même, ce qui est plus compliqué. Donc le Parlement est assez protégé en Suisse, et ce qui permet aux parlementaires, des fois, d'avoir des idées très extrémistes, mais ils peuvent se le permettre parce que les sas de contrôle sont nombreux. Oui, donc la démocratie directe n'est pas opposée au Parlement, Loin de là. contrairement à un argument qu'on entend en France comme quoi la Ouais. démocratie détruit le Parlement. Pour ce qui est des Français, il y a eu des sondages qui disent qu'une large majorité alors, les sondages valent ce qu'ils valent, hein, mais c'est pas une votation malheureusement après un débat et tout ça. Mais d'après les sondages, une large majorité des Français serait pour le RIC. Donc il y aurait, maintenant c'est peut-être pas le sommet de leur priorité, mais disons qu'on leur pose la question est-ce que vous êtes pour ou contre, ils sont en large majorité pour. Pour ce qui est de ce que vous disiez des petits pas, une façon, peut-être en France, c'est en partant du RIC, du référendum d'initiative citoyenne partagé. Et ça, ça existe. C'est dans l'article 11 de la Constitution française et c'est vraiment très. Premièrement, c'est que sur certains sujets, donc c'est limité dans les sujets. Ça s'appelle référendum d'initiative citoyenne partagée, avec l'idée c'est partagé entre le Parlement et les citoyens, mais en réalité c'est seulement le Parlement qui peut initier. Ils initient, puis ensuite ils doivent avoir en plus, ils doivent avoir des signatures de citoyens. Donc c'est pas réellement d'initiative partagée, c'est d'initiative parlementaire. Ils doivent avoir énormément de signatures de citoyens, je crois que c'est 10% du corps électoral. Et ensuite, à la fin, ça s'appelle référendum d'initiative partagée, mais il n'y a pas forcément un référendum à la fin. C'est-à-dire que ça doit passer au Sénat et à l'Assemblée nationale. Et si c'est discuté dans ces deux assemblées, c'est bon. Alors ils peuvent le discuter, dire on met à la poubelle, et puis voilà, c'est réglé. Il n'y a pas de référendum. Donc c'est un système très loin de véritable référendum d'initiative citoyenne. Il y a ces quatre éléments que je viens de citer. Disons, c'est pas sur tous les sujets, c'est pas d'initiative citoyenne. Il faut énormément de signatures et puis il n'y a pas forcément un référendum. Mais on pourrait imaginer ces quatre points un par un de les enlever, disons. Et ça serait une façon Ouais. d'aller, comme vous suggérez, pas après pas, quoi. Aussi, oui. Aussi. D'ailleurs, en Suisse, dans les cantons en général, le fait que le Parlement puisse interpeller directement le peuple, ça existe aussi. Mhm. Le Parlement peut décider Initiative parlementaire, ouais. qu'il ne veut pas décider et qu'il transmet le bébé au peuple. C'est D'accord. rarement utilisé, mais ça existe. Mhm. C'est possible. Là aussi, un peu, c'est plus publicitaire. C'est rare également. Et c'est pas le cœur ou le nerf du système, mais ça existe. Maintenant, ce que vous dites, en effet, à force d'enlever ces points négatifs, on ne s'approche pas loin du système le maire malgré tout, qui serait aussi une façon qui a un minimum de contrainte quelque part. C'est clair que s'il n'y a jamais de contrainte, eh ben, personne n'y croit. Mhm. Mais je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous auriez quelque chose que vous aimeriez rajouter avant de terminer cette discussion?
je vous ai dit, le dernier point, c'est vraiment de dire aux, c'est des gens qui participent du RIC qui nous écoutent, de bien réfléchir sur la priorité entre ce qu'on appelle nous l'initiative populaire, compris constituant, et le référendum. Je pense que le référendum est une étape nécessaire avant de passer à l'étape constitutionnelle. Je pense au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'importance directe de la politique constitution, ça donne des mandats. Hein. Le référendum, ça attaque des lois concrètes. Donc je pense que cette réflexion sur ce qui serait le plus urgent doit être menée encore au niveau français des partisans de ce système. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour cette discussion. Merci à Au vous. revoir et bonne journée. Merci pareillement.